cas, on est là pour brasser de la data. Que veulent nos ressources internes, que veulent nos candidats, que veulent nos clients également, et de se dire où est-ce que c'est intelligent de faire le bon match. C'est-à-dire qu'on a un marché qui se digitalise, qui s'intéresse à la décarbonation. Donc ça, c'est deux gros thèmes sur lesquels il y a à faire. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Good Manufacturing Podcast. Je suis aujourd'hui en direct du Biocube Institute et je retrouve Thomas Valentin pour une petite interview. J'ai rencontré à son stand, on s'est rencontrés plusieurs fois d'ailleurs Thomas. Hein. Exact, ouais. On s'est rencontrés à Pôle Pharma. On s'est rencontrés... Pôle Pharma, à Chartres, à Louviers, on a dû se voir à Paris aussi. Voilà. Donc Pôle Pharma Forever. On se croise souvent. Alors Thomas Valentin, je te laisse te présenter. Qui es-tu ? Donc Thomas Valentin, je travaille pour Consultis. Moi à la base je suis pharmacien de formation et ingénieur en procédés. J'ai travaillé avec Sanofi et avec Merck en région lyonnaise, ça remonte aux années 2008-2011. Et puis ensuite j'ai rejoint Consultis qui était une activité de prestation de services pour l'industrie pharma qui s'est développée d'année en année avec des grands clients ou des plus petits. Ouais. En tout cas sur des métiers en support à la production, depuis des phases d'amont de R&D, avec de l'ingénierie de conception, avec du commissioning, avec de la qualité, des affaires réglementaires, de la gestion de projet. On a fort à faire. Vous couvrez l'ensemble des postes du secteur pharmaceutique, quoi, en fait. Oui, clairement, on est sur toute la chaîne de valeur, manufacturing en tout cas. On a une grosse connotation industrielle. Alors, j'aimerais aborder avec toi un sujet dont on entend souvent parler finalement quand on est étudiant pharmacien. C'est les boîtes de conseil qui viennent te démarcher sur LinkedIn pour dire bah voilà, venez bosser pour nous. Souvent, ils sont en Belgique. Et donc, en fait, c'est quand on est étudiant en pharmacie, finalement, on a une toute petite vision de ce que c'est l'industrie pharmaceutique, quoi. Alors, comment ça se passe chez Consultis, par exemple, quand un petit bébé de l'industrie pharmaceutique arrive comme ça, qu'est-ce qui se passe pour lui ? Alors, c'est une bonne question. Déjà, il y a la phase avant l'embauche, où on fait tout pour déjà bien comprendre ce que les personnes ont déjà fait avant, pourquoi elles ont fait tel souhait de formation, qu'est-ce qui leur a plu dans tel élément de formation ou dans des premières expériences professionnelles, pour déjà s'attacher à eux, qui ils sont, qu'est-ce qu'ils veulent. Ça nous paraît hyper important comme point de départ. Et où est-ce qu'ils ont envie d'intervenir ? Est-ce qu'ils sont ouverts, pas ouverts ? En tout cas, quel est leur cahier des charges à eux ? C'est un peu nos premiers clients d'ailleurs, nos candidats. Si on arrive à les satisfaire, alors on arrivera à satisfaire nos clients finaux, les laboratoires. Donc il y a toute cette phase lors de l'embauche, avant l'embauche, où on est là pour se dire qui êtes-vous, qu'est-ce que nous, qui sommes-nous et comment est-ce qu'on pourrait trouver les bonnes conditions pour travailler ensemble. Ça nous paraît hyper important de respecter ça, donc de s'écouter. Ensuite, pour répondre à ta question, comment ça se passe sur le démarrage ensuite ? Il y a plusieurs cas. Soit le collaborateur est intégré au sein d'un centre de service, d'une communauté d'experts ou d'un bureau d'études, et ça lui permet d'être chapeauté par justement ce groupe d'experts, d'avoir un coach, d'avoir un mentor qui l'accompagne. Un groupe d'experts de chez vous ? D'un groupe d'experts de chez nous, exactement. On est structuré par communauté métier, c'est-à-dire que sur chaque type d'expertise, on est capable de trouver en fait la structure, un référent, un manager, des personnes vers qui se tourner, qui vont être des coachs, des mentors pour des ressources plus juniors sur tel domaine, et que la personne se sente vraiment accompagnée pour qu'elle puisse apprendre, poser les bonnes questions en interne, et puis délivrer le meilleur service possible côté client. Donc ça c'est assez intéressant. Donc première étape, effectivement, il faut que vous écoutez le gars, vous le mettez pas à des trucs qu'il voudrait pas faire plus que ça, quoi. Ça me paraît être hyper intéressant. Et après, vous avez suffisamment en fait de missions disponibles pour pas n'importe qui, mais pour prendre en charge n'importe qui, lui proposer quelque chose qui lui convienne, en tout cas tous ces musts vous lui donnez, après les nice to have, on discute. C'est ça, en tout cas on est là pour brasser de la data, que veulent nos ressources internes, que veulent nos candidats, que veulent nos clients également, et de se dire où est-ce que c'est intelligent de faire le bon match. Parfois il y a 5 sur 5 dans le match et c'est super. Parfois, c'est que 4 sur 5, et donc ça nous amène à rediscuter avec nos ressources ou nos clients sur il n'y a pas exactement ça, mais est-ce que ça pourrait quand même vous intéresser ? Ou alors, on a perçu ça dans nos discussions, ça nous semblait intéressant de faire tel rapprochement. Est-ce que ça vous parle ou pas ? Et en tout cas, on le fait toujours en concertation pour que chacun, on s'écoute. Ça nous paraît hyper important d'être respecté et d'être
de le faire avec la motivation, la volonté de chacun. Et alors, est-ce qu'on peut parler un petit peu de cette légende du consultant finalement qui arrive et qui est formé par l'entreprise dans laquelle il est? Comment est-ce que tu perçois ça? Ça a probablement été vrai dans toute une partie du consulting sur lequel il y avait beaucoup d'assistance technique. On est de plus en plus vers des activités qui sont structurées en centre de service, en bureau d'études, en communauté d'experts, comme on le disait. Et ça, c'est de moins en moins vrai, finalement, que le client forme le consultant. Alors, on a besoin d'accéder à des formations, des accueils sites, des formations, on va dire, typiques interne à un site sur lequel là on a difficilement la main. C'est pour n'importe qui, de toute façon c'est vrai quoi. Que ce soit un embauché ou un consultant, il faut passer, tout système qualité ou tout système en général est toujours un peu différent, il y a toujours une phase d'adaptation dans tous les cas. Exactement. Mais on fait en sorte en tout cas nous de donner tout le bagage possible. Ça c'est à l'embauche ou au démarrage d'un nouveau projet, et puis c'est après tout au long de la vie et de la carrière du collaborateur avec nous. Donc on travaille avec des organismes de formation, il y a ces équipes internes dont on a parlé qui aident à faire du compagnonnage, un vrai développement d'expertise. Et puis après on travaille avec d'autres filiales qui peuvent avoir soit des géographies, soit des expertises un peu différentes d'une équipe en local, et ces synergies elles nous aident à accompagner les mobilités géographiques ou en tout cas faire des développements de compétences. Par exemple, on travaille beaucoup avec le Danemark et l'Amérique du Nord, le Canada notamment, qui a l'habitude de faire des forfaits. Qu'est-ce qu'on appelle un forfait ? Un forfait, c'est un engagement fixe de résultat. C'est-à-dire fixe au sens où on donne un prix, on dit qu'on va s'engager à un niveau de qualité, à un niveau de résultat, et c'est nous qui maîtrisons finalement les ressources que nous mobilisons. Et ça, c'est le marché, je pense, beaucoup plus mature dans ces zones pour fonctionner avec des engagements de résultats, par rapport à la France, qui est un marché qui, historiquement, est beaucoup connoté assistance technique. Et donc, ça nous aide à accélérer cette évolution de consultis sur des activités plus engagement de résultat, forfait, que, entre guillemets, simple assistance technique. Alors, du coup, pour bien que je comprenne, par exemple, un labo au Canada, il vous contacte, il fait, on a un backlog de 300 déviations. Les gars, il faut les réduire en 3 mois, parce que dans 3 mois, il y a une inspection. Et vous leur faites, ça sera 2500 € par jour, et on s'engage dans 3 mois à avoir un backlog à 0, quoi. Oui, en tout cas, c'est ce genre de feuille de route qu'on définit avec eux. Après, il faut qu'on le fasse avec des conditions qu'on peut suffisamment maîtriser. Donc, il faut comprendre quand même quelles sont les données d'entrée, comment est-ce que le client va nous confier tout ça pour que ensuite on soit en situation ensemble de réussite. Et souvent sur ça suppose des co-engagements, de co-construire avec le client. Mais ça, c'est nos équipes commerciales qui s'occupent aussi de s'assurer que le client est dans cette dynamique-là pour que on trouve toutes les données d'entrée pour bien réussir ensemble. Ça peut arriver sur ce genre de truc comme ça, de manger sa casquette Bien sûr. Quand on ne connaît pas de bout en bout, c'est ça, on sait pas, c'est le coffre au trésor, quoi. Exactement. Est-ce qu'il y aura beaucoup de commentaires? Est-ce qu'il y aura 3 circuits de relecture? Est-ce que la qualité changera d'avis ou pas sur le fait que tel dossier est bien conforme? Donc ça fait partie des zones sur lesquelles on a besoin de mûrir jour après jour avec nos clients sur justement jusqu'où on est engagé au livrable sur cela. Mais c'est des choses qui se discutent assez facilement finalement avec nos clients à partir du moment où ils sentent un engagement sincère et où on arrive à se dire qu'est-ce qui était une défaillance sur lequel on a peut-être été en sous-performance par rapport à ce qu'on s'était vraiment engagé, et qu'est-ce qui est plutôt lié à un aléa de projet, un aléa d'équipe, et sur lequel on convient tous que on a mobilisé les meilleures expertises, on s'est organisé du mieux possible, mais il y a un aléa, et ça justifie soit un délai supplémentaire, soit une facturation, un livrable supplémentaire que le client doit accepter de payer. Et alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire aux personnes, aux étudiants finalement, qui nous écouteraient et qui aimeraient se lancer dans le consulting? Qu'est-ce qui ferait qu'ils vous contacteraient, vous? Qu'est-ce qui fait que vous êtes différent des autres boîtes de conseil? Alors, je pense qu'un des points qui nous distingue, c'est une approche technique avec des managers qui ont tous un background en pharma et qui font tout pour bien comprendre finalement le contexte dans lequel on travaille tous. Donc comprendre nos candidats, comprendre nos ressources, comprendre nos clients, c'est un des points qui nous aide à être bon du premier coup et de pas juste tirer sur plein de cibles avec plein de cartouches et de se dire on finira par en mettre une dans le mille. Ce qui nous paraît important, c'est d'avoir de la qualité, et c'est comme ça qu'on s'est développé chez nos clients d'ailleurs, avec de la fiabilité,
de l'engagement, de l'écoute, du respect. Parce que finalement, on est dans un écosystème où s'il y a cette fiabilité, alors il y aura de la récurrence, alors on pourra faire d'autres projets, on pourra peut-être aller faire de la qualité et puis finalement remonter la chaîne de valeur jusqu'au développement de process, amener de nouvelles innovations, aider à la digitalisation. Et c'est comme ça finalement qu'on s'est beaucoup développé dans un écosystème où finalement beaucoup d'acteurs se connaissent entre eux et ça nous paraît essentiel de se développer avec cette philosophie. Ça nous aide pour nous développer côté client, mais aussi côté ressources. Au final, la cooptation, c'est notre première voie de recrutement. C'est vrai, c'est des gens qui vous conseillent du coup j'ai un mec, il est pas mal. Exactement, en se disant tiens, ça se passe bien, ou j'ai apprécié ça lors d'un entretien, ou alors tiens, moi ça fait 2 ans que je travaille sur tel projet avec Consultis, et finalement le style de management me convient bien. C'est cette notion de recommandation, on y est hyper attaché, et c'est un peu une marque de fabrique chez nous. Ouais. Est-ce que du conseil, être consultant comme ça, c'est toujours un tremplin pour commencer et après du coup on va se ranger dans une boîte, ou alors il y a des gens qui font carrière là-dedans qui restent pendant 10, 15, 20 ans? On m'avait dit une chose quand j'ai attaqué dans le consulting, le conseil c'est 3 mois, 3 ans ou pour la vie. C'est marrant, Arnaud il dit pareil. C'est vrai? Il dit pareil. Arnaud il m'a dit ça un jour. Bon, donc on a un peu ces différents cas de figure. On a peu de personnes qui nous quittent au bout de 3 mois, hein, mais souvent les personnes font un cycle de projet, et c'est vrai qu'en 3 ans on a déjà acquis une jolie expérience professionnelle, et comment dire, il y a une partie de la population de nos consultants qui reste entre 3 et 5 ans. Et puis il y a une autre partie de nos consultants qui sont avec nous sur des durées beaucoup plus longues. Moi j'ai rejoint le groupe en 2011, donc ça fait un peu plus de 13 ans que je suis dans le groupe. Et voilà. Et voilà. Et me voilà ici, et heureux et content de tout ce qu'on a encore à faire devant nous. Et c'est le cas pour d'autres collaborateurs en fait qui sont là avec Consultis depuis 2005, parce que ça a été créé en 2005 à Lyon. Donc oui, c'est possible d'avoir des longues carrières et des longs parcours d'évolution chez Consultis, qu'on soit manager, qu'on soit consultant. On a également des postes de team manager, des postes d'experts métiers qui se créent pour aider à structurer notre activité, et qui sont autant d'opportunités sur lesquelles, en fonction d'un profil, on arrive aussi à trouver le juste poste, le juste mix des tâches à réaliser. Donc là, vraiment, parce que il y a le conseil, et du coup, c'est là où moi je trouve il y a un peu une différence quand même. Vous faites vraiment de la workforce, quoi. C'est-à-dire il y a un besoin de personnes, et vous avez des personnes qui peuvent faire, quoi. C'est ça? Oui. On est beaucoup sur, à la base, une expertise de conseil, et ensuite de se dire comment est-ce qu'on arrive à délivrer effectivement une task force, comme tu le dis, pour que on arrive à abattre cette masse de travail et à gérer un gros projet. On n'est pas que sur une stratégie ou que sur un conseil, on est aussi sur comment le réaliser en temps et en heure, et puis avec une maîtrise du coût, une compétitivité, sur lequel nos clients nous challengent de plus en plus également. Genre on a 2000 procédures à mettre à jour, blam. Exactement. Il y a un objectif, c'est 2000 procédures, il y a une inspection, comment est-ce qu'on se met en conformité en faisant le rétro-planning, et de se dire dans 3 mois, dans 6 mois, dans X temps, comment est-ce qu'on fait pour être prêt. Donc on fait ces feuilles de route avec nos clients, c'est défini avec nos experts métiers, et ensuite dans la réalisation, on structure une équipe et on fait intervenir les ressources avec lesquelles on a la bonne conviction que c'est les bonnes personnes au bon endroit. Alors quels sont les axes un peu de développement de Consultis là, dans les années futures? Parce que c'est aussi intéressant, parce que finalement il doit y avoir des axes de développement en interne, il doit y avoir plein de trucs. Exact, ouais. Les axes de développement, c'est ceux de notre marché, c'est-à-dire qu'on a un marché qui se digitalise, qui s'intéresse à la décarbonation. Donc ça, c'est 2 gros thèmes sur lesquels il y a à faire. Je suis très sensible. Donc pour nous, c'est important que sur la base des métiers pharma, process, ingénierie, qualité, réglementaire, gestion de projet, qui sont nos cœurs de métiers historiques, comment est-ce qu'on intègre ces grandes tendances de marché pour sensibiliser nos consultants, nos clients à avancer avec ces techniques de demain. Vous faites des formations en interne? Enfin, vous réunissez tous les gars de chez vous et vous les formez sur un sujet, ou déployez des outils, des trucs comme ça? C'est surtout fait, je dirais plutôt sur mesure. Justement, l'esprit des communautés métiers fait que si quelqu'un s'intéresse à 1, 2 ou 3 communautés métiers, il peut s'intégrer dans ces dynamiques et du coup poser des questions, suivre les actus. On a par exemple là une personne qui revient du PMI, PMP, là c'était un forum à Montpellier qui permet de toujours se tenir à jour et de suivre les évolutions sur les meilleures techniques de gestion de projet et les meilleurs cas d'école, enfin les meilleurs retours du terrain. Donc ça permet d'avoir des retours justement
terrain, concret et pas trop théorique non plus. Donc ouais, ça c'est des choses sur lesquelles on fait tout pour capitaliser sur ce qui est bien réussi par tel et tel expert. Trop bien. Et du coup, en fait, ces petites communautés d'experts, finalement, c'est comme un groupe, quoi. Et au sein de ce groupe, ils partagent des innovations, des nouveaux trucs qu'ils ont développés pour que le groupe fonctionne mieux, c'est ça ? C'est exactement ça, oui, tout à fait. Là, récemment, on avait une équipe ingénierie qui se posait des questions sur du cleaning in place. C'est quelque chose qu'on a beaucoup fait au Danemark et également au Canada. On a pu connecter nos collègues français à ces experts-là et finalement ça leur a amené une réponse très précise. Alors on a bien sûr aussi des personnes qui connaissent déjà ça en France, mais en l'occurrence ça a permis aussi d'ouvrir un peu les frontières, de se dire tiens comment ça se passe avec tel client ou qui sont pas forcément des clients connus dans le référentiel pur France ou pur de la région en question et c'est vrai que ça amène des belles synergies entre les filiales. Et comment vous faites pour impulser cette espèce de dynamique de groupe au sein des sous-groupes comme ça ? Est-ce que vous faites des événements ? Est-ce que vous avez un groupe WhatsApp ? Je sais pas comment ça se passe. Alors, ça se passe beaucoup sur Teams, qui est la structure informatique commune à toutes nos filiales, qui est quand même assez aidante pour connecter, retrouver quelqu'un dans l'organisation. Après, ça peut être effectivement entre guillemets des cafés virtuels ou des workshops Teams qu'on organise. Après, à la demande, on organise des événements sur mesure où on trouve un point de rassemblement sur un de nos bureaux d'études en l'occurrence, donc en France, en région, au Danemark, au Canada. J'ai beaucoup parlé du Canada ou du Danemark, pardon, mais il y a bien sûr aussi la Belgique et la Suisse avec lesquelles on est très actifs et avec lesquelles on a déjà des connexions encore plus historiques parce que c'était des filiales historiques de Consultis. Le Danemark et le Canada étant plutôt des acquisitions plus récentes pour notre groupe. Ouais, c'était super intéressant parce que c'est vrai que finalement toutes ces questions, je me les suis posées étant étudiant à l'époque, contacté par des boîtes de conseil, j'y vais pas, il y a la bagnole, il y a faut aller en Belgique, voilà, tout ça ça reste quand même un peu mystérieux. On sait, des gens nous disent non mais c'est pas une bonne idée, va dans une grande boîte, tu vas pas aimer. D'autres c'est un peu l'aventure, c'est aussi un premier métier facile quoi, facile dans le sens on vient de chercher donc t'as pas à chercher quoi. Donc ça c'est assez cool. En tout cas ça amène de la diversité, ça amène un portefeuille d'opportunités et on les choisit ensemble avec nos collaborateurs ou nos futures ressources et c'est ça qui est sympa, c'est de se donner du choix, de se dire qu'est-ce que j'aime pas, c'est quoi mes prios de choix, est-ce que c'est géographique, est-ce que c'est justement le challenge, est-ce que c'est voir telle organisation client. Donc c'est un champ des possibles assez sympa à travailler et ce qui est beau dans notre métier, on le dit souvent, c'est que c'est l'humain au cœur qui est le cœur du moteur, qui est le cœur de la valeur ajoutée de nos équipes et des services qu'on déploie chez nos clients. Donc on prend soin de nos collaborateurs et si ça va, alors la suite devrait bien se passer. En tout cas, c'est une manière de tout mettre en ordre de bataille pour que ça marche bien avec nos clients. Trop bien. Du coup, est-ce qu'on pourrait vous retrouver finalement si jamais on veut postuler ou si jamais on veut prendre des consultants ? Ouais, bien sûr. Il peut y avoir notre site internet, consultis.com ou consultis.fr. Sur LinkedIn, vous pouvez retrouver en tapant Consultis la page Consultis et puis le lien avec différents managers qui travaillent dans notre groupe. Peut-être que vous connaissez certains de nos consultants ou certains de nos clients. En tout cas, ils sont peut-être à côté de vous maintenant. Ils sont peut-être pas très loin. Ils sont partout. Ils sont partout. Et puis après, on est présent sur différents événements avec la 3P, avec Paul Pharma par exemple pour partager aussi. Et on se voit ici justement. Super. Bon, écoute, merci beaucoup. Et puis, merci à toi. C'était super qu'on puisse prendre ce moment ensemble ici à Tours. Donc, grand merci pour ton accueil. Pas de problème. Allez, à bientôt pour un prochain épisode. Salut.